Bonjour et bienvenue dans ce nouveau moment d'inspiration pour initier la dernière journée du Sommet international des projets innovivants. La journée d'aujourd'hui va être rythmée autour du thème de la spiritualité. Et pour ouvrir la réflexion sur ce sujet, nous sommes vraiment ravis d'accueillir Paul Pironnet. Paul Pironnet est enseignant PNL certifié, conférencier, auteur et fondateur de Paul Pironnet Institute, une des écoles les plus prestigieuses d'Europe dans sa catégorie. Depuis 30 ans, Paul a aidé des milliers de personnes à changer leur vie, à orchestrer de réelles transformations positives dans leur existence. Et il a également accompagné des dizaines d'organisations à améliorer leur relation à la performance et multiplier leurs résultats. Et la spiritualité a joué un rôle privilégié dans son parcours. Paul, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, merci, Soïzic. Je suis très, très heureux de prendre ce petit moment avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi. Alors, Paul, j'aime bien démarrer pour cette interview autour de la définition en fait, de la spiritualité parce qu'on a tous, je pense, une idée, une image et parfois peut-être une image un petit peu préconçue de tout ça. Et j'aimerais bien que tu nous donnes, toi, ta définition de la spiritualité. Alors, pour moi, la spiritualité, c'est au fond la conscience de ma reliance. Alors, c'est à la fois dans la conscience, mais aussi dans le ressenti. Et c'est la conscience de ma reliance à l'égard, d'une part, de ma vie, qui j'ai été, qui je deviens et vers quoi je vais. Donc, c'est cette question profonde de mon identité et son lien avec mon environnement à travers le temps, mais aussi à travers l'espace, c'est-à-dire quel est mon rôle aujourd'hui dans la communauté qui m'entoure, dans la société qui m'entoure, dans cet univers même qui m'entoure. Donc là, on est plus dans une reliance à l'égard de l'environnement. Et puis, au terme dans ces deux dimensions, c'est au fond cette élévation que je vais avoir dans le raffinement à la fois émotionnel et comportemental que je vais vivre à travers cette interaction tous les jours. Donc, cette notion de spiritualité, elle me renvoie vraiment à cette notion de reliance, à travers toutes ces dimensions. C'est vrai que souvent, la spiritualité, d'ailleurs, elle est confondue avec la religion. Alors, c'est quoi pour toi la différence entre les deux ? Alors, pour moi, la religion est une voie spirituelle. Elle correspond à un certain niveau de parcours spirituel et toutes les voies sont possibles et sont chouettes parce qu'elle me renvoie, enfin tout dépend comment elle est vécue parce que cette religion, elle peut être évidemment vécue de manière extrêmement positive et elle m'élève, mais elle peut être aussi vécue d'une manière extrêmement négative et être l'objet finalement de mise au jour, de peur, d'insécurité qui vont m'entraîner dans des comportements parfois extrêmement destructeurs. Donc la religion, c'est une forme c'est une voie spirituelle. Il y en a bien sûr d'autres, mais elle nous renvoie en permanence à ce besoin d'exister, de qui nous sommes en reliance avec cet environnement plus large, qui est peut-être Dieu, qui peut être la vie. Après, tout dépend quelles sont les modalités de conception qu'on va avoir justement de Dieu ou de la vie ou de toutes les formes d'autorité entre guillemets spirituelle. En tout cas, elle est là pour nous confronter au sens profond de ce pourquoi nous sommes là et nous faire grandir. Et malheureusement, parfois, elle nous entraîne dans des interdits et des insécurités intérieures qui peuvent être aussi l'objet, du coup, de violences entre guillemets justifiées ou de destruction justifiée. Donc, ce qui est très puissant dans la dimension spirituelle, c'est qu'on a une forme, on pourrait dire, d'autorité extrêmement puissante qui va soit nous amener à donner le meilleur de nous-mêmes, soit donner le meilleur de nous-mêmes pour grandir et faire grandir, soit à l'inverse pour détruire et s'autodétruire en fait. Donc c'est quelque chose de très très puissant cette dimension spirituelle. Alors justement, là, on entend bien cette puissance est multidimensionnelle un petit peu, ce que tu nous amènes. Et en quoi justement ça peut soutenir un projet, parce qu'on voit pas forcément la différence a priori entre la spiritualité et la création de projets, notamment la création d'entreprises. Quel est ton regard là-dessus ? Alors, il est très profond, si je puis dire, parce que en fait, pour moi, ce qui va donner du sens à un projet, donc à une réalisation ou à une contribution, eh bien, c'est au fond la résonance que ça va avoir avec mon cœur. Au fond, qu'est-ce qui m'anime profondément quand un professeur est porté par son enseignement, plus il enseigne, plus il se sent heureux. Quand un journaliste est porté par son travail, il peut aller prendre des risques très très importants pour justement
contribuer et faire passer son message ou informer. Quand un médecin comme ça est animé profondément par cette quête de soigner, il peut se retrouver, il peut partir à l'aventure, il peut partir dans des zones du monde extrêmement difficiles et face à des contraintes énormes, avoir une joie intense de faire son métier ou de participer à ce projet de soutien ou de contribution. Et sans forcément se mettre dans des situations d'ailleurs compliquées, en tout cas, ce qui va nous rendre heureux, ce qui va nous animer, ce qui fait donc vibrer notre âme, eh bien, c'est cette cohérence qu'il y a entre ce que je nourris profondément dans ma profondeur interne, c'est-à-dire dans mon identité profonde, et évidemment le projet qui lui est beaucoup plus externe et qui va justement eh bien me porter parce qu'il contribue à des choses qui sont importantes à mes yeux. Donc on va parler de passion, on va parler de mission, on va parler de contribution et plus on avance sur ces vecteurs-là, plus on rentre en quelque sorte dans cette dimension spirituelle qui est pour moi l'essence même de ce qui va donner du sens à un projet. Et tous les projets qui ont tenu dans le temps, tous les, on va dire les leaders, plus ou moins connus d'ailleurs, mais ont eu cette connexion en fait avec quelque chose de plus grand qui les animait. Donc on fait pas ça pour avoir de l'argent, on fait pas ça pour avoir du succès, on fait pas ça pour avoir quelque chose. On fait ça parce qu'on est animé par un don profond et qui donne du sens. Et ce don, eh bien, on va l'exercer à travers évidemment une pratique particulière, à travers l'intégration de connaissances, de savoir-faire, le développement d'une technologie, etc. Mais au fond, ce qui met de l'âme, du cœur dans la structure, dans ce qu'on va mettre en place pour grandir, c'est cette dimension de cœur et d'âme que j'appelle la spiritualité. C'est-à-dire ce rapport, encore une fois, entre qui je suis, ce qui m'anime profondément, et l'environnement. Et un projet qui est mené à partir de cette dimension, c'est un projet qui a tout son sens, pas seulement dans le fait de se réaliser, mais qui a du sens dans le voyage même. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais parce que ça te fait vibrer. J'ai envie de dire. Et si ça ne faisait pas vibrer ton cœur et ton âme, si ça n'avait pas un sens profond et que ce sens n'était pas nourrissant pour ce que tu imagines d'important à l'égard du monde, tu ne serais pas là en fait. Donc c'est dans cette dimension spirituelle que tu trouves l'essence première. C'est ton premier salaire, j'ai envie de dire. C'est cette notion de plaisir que tu vas prendre parce que ça nourrit quelque chose d'important à ton égard, à celui des autres et du monde. Alors justement, est-ce que le fait de trouver du sens, parce qu'il y a des gens qui sont animés, comme tu le dis, très, très fortement, qui ont envie de quelque chose, mais on voit bien qu'il y en a aussi qui ont du mal à passer à l'action, et je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui sont dans cette dimension-là, oui. C'est-à-dire d'avoir envie, il y a des choses qui les animent, mais ils ne passent pas le cap. Est-ce que le fait de comprendre en fait finalement ce qu'on a envie de créer à terme, parce qu'on parle souvent de prendre sa place, on parle de mission de vie, on parle de contribuer, est-ce que le fait de mettre des mots aussi sur tout ça, ça va changer, ça va permettre de passer du cap de j'ai envie de à j'y vais? Alors, mettre des mots, c'est une première étape. C'est en gros mettre de la conscience. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Le fameux why, c'est quel est le sens que je vais donner? Pour qui et pourquoi? Moi, j'aime bien ces deux questions. Pour qui j'œuvre? Et pour quel type de personne? Pour quel type de problématique? Pour quel type de service? Et dans quel contexte j'ai envie de livrer ce service et pour répondre à quoi en fait en quelque sorte, parce que ça me permet de répondre ou à faire grandir. Voilà. Je crois que plus on va s'éclairer sur ces dimensions et réaliser qu'on a en nous le potentiel pour le faire parce qu'on a envie de le faire, plus je crois que ça va être facile du coup de passer à l'action. C'est le passage à l'action dans le système nerveux, c'est juste la connexion qu'il y a entre ce que j'appelle un projet ou un résultat et la valeur que je nourris derrière. Et je crois que c'est la dimension combiner des valeurs et la conscience de ce que je veux atteindre qui fait que tout d'un coup l'énergie monte. Et de la même façon, on va voir que la perte de motivation quant au fait d'agir, elle est soit liée au fait que tout d'un coup ça n'a plus vraiment de valeur pour moi d'être là, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, c'est pas très clair au fond, ou je ne sais pas exactement où est-ce que je vais. Mais tu vois, le fait, par exemple, que nous soyons là aujourd'hui, ça répond à un objectif que nous avons défini plus tôt. Et pourquoi nous l'avons défini? Parce qu'il répondait à des aspirations. Et c'est pour ça qu'on trouve le temps, le moyen, l'énergie de le faire. Tu vois? Et je crois que quelqu'un quand un être humain arrête de passer à l'action parce qu'il vient de finir une journée un peu difficile, qui se retrouve chez lui, un peu usé par sa journée, un peu pas bien, etc. Il sait très bien qu'aller courir lui ferait du bien pour se faire du bien, mais c'est plus facile de s'asseoir dans le canapé, d'allumer la télé, de regarder Netflix et de se laisser aller, parfois même de manger n'importe quoi, etc. Pourquoi? Parce que
on se laisse aller. Pourquoi on se laisse aller? Parce qu'on a quitté la conscience de cet important intérieur, que moi je vais appeler des valeurs, sur quoi on attribue la valeur, et c'est pas la même chose que de se sentir vide que de se sentir plein. Et plus on se sent plein de cette envie d'apporter, plus je crois que l'énergie, elle est là pour avancer. Donc, si des gens ont du mal, en tout cas c'est ce que j'observe moi dans les nombreuses personnes que nous accompagnons, c'est que les gens se préoccupent parfois, mais qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai un problème, Polo, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai un problème, voilà, parce que ça va pas très bien dans ma famille, ça va pas très bien dans mon couple, ça va pas très bien dans mon travail. Qu'est-ce que je peux faire? Mais avant de poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Eh bien, il faut commencer par la question de qu'est-ce que je vis, en fait, aujourd'hui. Et là, on va s'ouvrir à deux dimensions. Il y a ce que je vis intérieurement, peut-être d'insatisfaisant, qu'il va falloir apprendre à accueillir. Peut-être je me sens insécurisé. Bah oui, j'ose pas prendre ma place. Qu'est-ce qui se passe? J'accueille cette partie de moi qui ose pas. Peut-être je me sens en colère ou agacé parce qu'il y a des choses qui me conviennent pas dans ma vie professionnelle ou sociale ou je sais pas quoi. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression que ça m'agace en fait parce qu'il y a un écart important. Donc voilà, j'accueille cette colère. Je me dis tiens, et comment à travers ça je peux découvrir que il y a peut-être un cadre nouveau à trouver à ma vie, à ce qui se passe autour de moi, à la manière dont les choses se passent. Donc là, j'ai besoin de trouver de l'énergie pour aller répondre à ça. Donc, à travers cette colère ou à travers cette déception aussi que je peux vivre parfois, cette tristesse parce que j'aurais aimé que les choses se passent autrement, parce que j'aurais aimé, voilà, mon père est parti, je me sens triste, je me sens rejeté, mon conjoint est parti, je me sens rejeté, j'aurais aimé que ce projet fonctionne et finalement ça marche pas comme j'aurais souhaité parce qu'on m'a dit non à, je sais pas moi, un emprunt, on m'a dit non à je sais pas quoi et donc du coup je vis cette baisse intérieure et c'est là que la première étape pour moi c'est d'accueillir, c'est d'aimer ce que je vis, ce que je ressens, mettre de la place, mettre de l'attention à cette dimension et quand je rentre dans la conscience immédiate de ce que je vis, de venir qu'est-ce que ça me révèle d'important, tu vois. Et ce que je crois, c'est qu'il y a derrière toute frustration, quelle qu'elle soit, le germe, en fait, d'une satisfaction plus élevée et de prendre le temps d'accueillir cette dimension-là, tu vois. Et c'est à travers l'accueil de cette dimension qu'ensuite je vais pouvoir me dire, mais au fond, si ce qui est important pour moi, c'est de donner, c'est de contribuer, c'est d'aider, c'est d'enseigner, c'est de construire, c'est de créer, c'est d'inventer des choses, eh bien, de commencer par aimer cette dimension. Et puis, si j'aime cette dimension, je vais commencer à le faire un peu et à privilégier quelques heures, quelques jours comme ça où je vais donner de la place à ce qui fait vibrer mon cœur, ce qui me fait kiffer en fait. Et on va voir que les projets vont naître de ça. Ah ben tiens, je pourrais faire ça avec tel endroit, avec telle personne. Et plus je vais accueillir cette dimension intérieure, un peu comme un enfant qui s'excite tout d'un coup à l'idée de s'ouvrir un nouveau projet, de s'ouvrir à une nouvelle activité, plus j'accueille cette dimension intérieure, plus je me dis, waouh, qu'est-ce que je peux faire de ça? Pour qui je peux agir? Vers quoi j'ai envie d'aller? Et c'est là que le projet va naître. Mais je pense que tout démarre de l'intérieur. On fait partie de cette nature et que la première chose à faire, c'est aller chercher cette graine intérieure. Et c'est ça pour moi le sens profond de la spiritualité, c'est donner un sens. Et quand quel que soit le projet, aussi beau soit-il, hein, on peut avoir des super projets, des super business, des choses comme ça, il y a un moment donné où de toute façon, on va avoir ce moment un peu de baisse d'énergie. Moi, je suis entouré d'entrepreneurs, je fais partie de cercles d'entrepreneurs importants et on a tous ces vagues à un moment donné. On est confronté, on dit ça marche bien, c'est super, mais il y a toujours cette question, mais après avoir réussi, sachant que cette réussite c'est quelque chose de permanent, mais au fond, après, il y a quoi en fait? Et la vie nous ramène en permanence dans l'accueil de cette dimension qui est un peu la phase d'automne, tu sais, quand l'énergie tombe avant la phase d'hiver, voire même la phase d'hiver, quand tout d'un coup on se recroqueville sur soi-même, on ne sait plus dans quel sens ça va germer en fait. Donc on est en train de mourir en fait, on est en train de laisser mourir le passé, un peu comme on va muter en quelque sorte, on laisse mourir le passé et il faut laisser au temps, c'est-à-dire laisser le temps que l'hiver passe. Et c'est le moment où on est un peu en berne. Et puis, de là, naît quelque chose de nouveau. Mais pour être dans cet accueil de ce nouveau, il faut d'abord être dans l'accueil de ce qui est en train de mourir, qui est là. Et puis, hop, on remonte. Et cette nouvelle aspiration, elle va nous inviter, à l'égard de l'environnement qui évolue lui aussi, à nous accueillir dans une nouvelle
dans un nouveau rêve, dans un nouveau désir. Qu'est-ce qu'on désirait de plus élevé ou de différent, etc. Et puis, il va falloir reconstruire autrement. Et ce que je trouve vraiment passionnant, c'est que le monde nous invite de plus en plus à évoluer. Là, vous travaillez sur l'innovation, c'est incroyable que cette innovation, elle prend une place de plus en plus importante, de plus en plus vive, de plus en plus… Enfin, moi, j'ai l'impression que dans ces 2 dernières années, on a pris une accélération considérable par rapport à ces 10 dernières années. Quand on regarde, par exemple, le web, il y a une utilisation du web, une mobilisation sur le web qui est 10 fois supérieure, qui s'est multipliée par 10 là, dans ces 2 ans par rapport aux 10 années précédentes. Donc, et on le voit tout est en train de se développer. Donc, à la fois, on est à la fois perdu et on peut regretter cette espèce de surexposition d'informations. On ne sait plus à quel sein se vouer, etc. Et en même temps, ça nous ramène dans notre intériorité à se dire, mais finalement, c'est quoi mon essentiel? Et face à ce que j'appelle cette abondance, pour que l'abondance soit bien vécue, quand il y en a trop, il y en a trop. Mais pour que cette abondance soit bien vécue, c'est comme arriver devant une grande table où il y a énormément de choses, de diversité à manger. Il faut que je m'interroge sur quel est mon désir là maintenant, à quoi j'aspire vraiment. Et au fond, en quoi ça vient vibrer avec mon environnement. Et je crois que plus on accueille cette dimension essentielle, et c'est là que pour moi se situe le premier axe de la spiritualité, c'est cette sensibilité profonde. Qu'est-ce qui fait kiffer mon âme, en fait, en quelque sorte. Et à partir de là, de me dire, waouh, plus je vais rentrer dans cette dimension, plus d'abord je risque d'attirer à moi des situations, des personnes qui vivent avec cette dimension. Et puis après, j'ai plus qu'à oser me dire, si ça se passait vraiment, le top, ce serait quoi? Si on pouvait réinventer demain, ça se passerait comment? Et malheureusement, on va voir que souvent on a des freins du passé qu'on projette un peu dans le futur. Et c'est ce gap entre le passage de l'ancien au passage du nouveau que je trouve particulièrement intéressant. Et là, évidemment, comme tu le sens, je suis un peu passionné, mais tout le développement personnel, pour moi, c'est ça. C'est comment, à travers des questions puissantes, je vais pouvoir me réinterpeller à la fois sur ce qui m'anime, à la fois sur ce vers quoi j'ai envie d'aller, quelles sont ces visions, ces projets, ces choses qui m'animent vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'autres personnes. Et quand je commence à clarifier ce que je pourrais finalement apporter, eh bien, je vais pouvoir me dire, waouh, d'abord, j'ai envie de le faire, donc et puis après, comment je peux intégrer des compétences, des technologies, des alliances, en fait, pour avancer. Mais ce processus, il sera jamais terminé, en fait. Ouais, c'est un cycle permanent, comme tu le disais, hein, c'est… ces fameuses transitions de vie un petit peu qui arrivent, et au sein même d'un même projet, d'ailleurs on peut se lancer dans un projet et avoir envie à un moment donné se rendre compte que le projet, comme tu dis, il est plus forcément en phase avec la personne qu'on est devenue et donc évoluer. Et d'ailleurs, comme vous l'indiquez sur votre présentation, comment se connecter et finalement laisser cette inspiration nous envahir à l'égard de nous-mêmes, de nos désirs, de nos envies, de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de réaliser, pour ensuite, eh bien, du coup, faire que ce qui était encore dans mon esprit et dans mes vibrations s'incarne, se concrétise justement à travers des actions, des projets, et qui, eux, vont se mettre au service d'une contribution plus élevée. Parce que je contribuer à faire vibrer mon âme, mais en faisant vibrer mon âme, je vais faire vibrer mon environnement et contribuer de plus en plus en conscience à l'égard de ce monde. Et ça, je trouve que c'est très important d'avoir ajouté ça, en conscience, avec un monde qui lui-même évolue. Parce qu'on n'évolue pas sans le monde extérieur. Je veux dire, quand on est en couple, on évolue à travers la relation qu'on a avec son conjoint. Quand on est en équipe dans une entreprise, on évolue à travers justement cette interaction qu'on a avec son équipe. Quand on est dans un monde qui change, on peut toujours regretter le Covid, le condamner ou le fuir ou je sais pas quoi, mais on évolue parce que on interagit de manière constructive avec ce qui se passe à partir de ce que l'on ressent. Et au risque de se tromper, je préfère me tromper en suivant mon cœur que parfois en suivant ma tête. Parce que je crois même que plus on descend dans le cœur, moins on risque de se tromper. Parce que l'inspiration, cette intelligence non seulement mentale, mais émotionnelle et comportementale, elle va se réveiller. C'est ça, être un innovant. Un innovant, c'est d'être, en fait, comme un peu cet arbre qui pousse, qui fait des branches, qui fait des fleurs, et qui va laisser l'automne, laisser tomber un peu, se rétracter. Donc, il y a expiration, expansion, et rétractation. Et c'est comme ça que la sève redescend pour ensuite se régénérer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une transformation. On va laisser mourir l'ancien
l'ancien pour aller vers du nouveau. Et cette phase, ces cycles permanents, en fait, de croissance, de plateau, de redescente, de zone d'ombre pour se retrouver dans une nouvelle lumière, c'est quelque chose qui peut se dérouler en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années. Mais c'est un cycle permanent. Je crois que plus on rentre en conscience de ce cycle d'évolution, plus on peut générer de l'innovation dans tout. Dans ma relation avec mes enfants, dans la relation avec mon conjoint, dans la manière de manger, la manière de prendre une douche, la manière de faire du sport. Et ce qui guide en quelque sorte pour moi du coup le sens de mes comportements, eh bien c'est cette aspiration à être dans le bon, dans le beau, dans le bien, à la fois pour moi, pour les autres et pour le monde. Alors justement, là, c'est vrai que moi, ça résonne, tout ce que tu dis, parce que c'est effectivement, je crois, le chemin qu'on parcourt tous quand on arrive dans ces métiers où on a vraiment le sentiment de contribuer, en fait. Mais maintenant, c'est vrai qu'on sait que entre l'envie et le faire, il y a toujours cette différence. Donc, j'ai envie. Est-ce que tu aurais, pour toi, c'est quoi le socle vraiment de base, c'est-à-dire si on devait avoir des étapes peut-être à franchir pour pouvoir vraiment passer de cette étape de j'ai envie d'aller vers ça, j'ai envie d'écouter à l'intérieur, mais j'ai aussi envie de me libérer de tout ce qui m'empêche d'y aller. Ce serait quoi finalement peut-être les clés, les pistes qu'on pourrait donner pour aider les gens à avancer? La première clé, pour moi, c'est la relation. C'est l'écoute. Il n'y a pas d'évolution sans relation. C'est-à-dire que ce soit avec mon voisin, mes enfants, mon conjoint, mon travail, mes équipes, mes clients, etc. C'est parce que je suis en connexion avec que je peux évoluer. C'est en t'écoutant qu'on va pouvoir grandir, en fait. Ou c'est en m'écoutant que je vais pouvoir grandir. Donc, la première démarche, c'est de l'écoute et de la considération. Je rajoute la considération parce que, en fait, où je vais te le prendre à l'inverse, si je veux surtout pas évoluer, tu vois, la première chose à faire, c'est à rejeter la responsabilité du problème sur l'autre. On dit, ah oui, mais c'est de ta faute, ça, tu vois, c'est ça. Ou alors c'est les autres, ou alors c'est mon passé, ou alors c'est je sais pas quoi, c'est le Covid, c'est je sais pas quoi. Voilà, ça c'est le rejet de la responsabilité. Et si je veux inverser le système, il faut que je reprenne ma responsabilité. Donc, moi, c'est ma première alerte. Tu vois, alerte rouge, alerte verte. Suis-je en train de rejeter le problème à l'extérieur ou suis-je en train de me dire, bon, ben, certes, il y a un problème parce que j'ai pas la main sur tout. Je veux dire, s'il y a une mauvaise météo le jour où je vais me promener, j'ai pas la main là-dessus. S'il y a une grève des bus au moment ou de train au moment où j'arrive à la gare, j'ai pas la main là-dessus. Par contre, j'ai la main sur la manière dont je réagis par rapport à ça. Et est-ce que je suis dans une démarche donc de critique? Ça, c'est la deuxième alerte. Est-ce que je suis en démarche de critique ou est-ce que je suis en démarche de valorisation? Critiquer, c'est très simple. D'abord, ça ne demande aucune responsabilité. C'est très simple. Que se critiquer soi ou les autres. Et la critique, ça conduit à la dévalorisation et à la culpabilité. On se rend coupable. Coupable de ne pas être à la hauteur, coupable de ne pas vouloir aider, de vouloir dire non à une personne. On se rend coupable de ne pas avoir eu assez de succès. On se rend coupable de chercher à être différent. On se rend coupable de ne pas avoir compris ou de ne pas être compris. Tu vois, donc, la culpabilité, c'est déjà pour moi, la deuxième alerte rouge. Mais très souvent, on est là-dedans sans avoir compris sans avoir pris conscience, en fait, qu'on était déjà dans le rejet de la responsabilité. Parce qu'il faut rejeter la responsabilité pour rentrer dans un processus de critique. Donc, c'est ma deuxième alerte rouge. Et la troisième qui va arriver derrière, c'est le fait d'être dans de la victimisation ou de la plainte. Ah oui, mais tu vois, c'est normal, regarde les autres, machin. Moi, voilà. Et c'est pas grave d'être dans ces alertes. Ce qui est embêtant, c'est d'y rester. Parce que moi-même, après 30 ans d'activité, de développement personnel, d'accompagnement, etc., je suis le premier à être comme tout être humain, c'est avoir des moments où j'ai de la frustration. Encore hier, je suis en voiture, le type avance pas, alors que s'il bougeait d'un mètre, toutes les voitures pourraient passer. Voilà, bon. Et là, à ce moment-là, je dis, mais pourquoi il avance pas, quoi? C'est pas possible. Et à ce moment-là, je me vois, en fait, être dans le reproche, la critique. Mais c'est pas grave. Ce qui est embêtant, c'est d'y rester. Me plaindre. Pourquoi? Parce que je sais que je suis dans un schéma qui me dessert. Donc, être en relation avec soi, être dans l'écoute, être dans la considération, c'est pour moi le premier vecteur, c'est-à-dire de s'écouter. Et s'écouter, c'est s'accueillir, c'est aimer ce qui est. C'est pas le rejeter. Pourquoi? Parce qu'on peut pas faire grandir quelque chose en le rejetant ou en le critiquant. Donc, on va dire que dans mes alertes rouges, on avait donc le rejet de la responsabilité. Deuxième voyant qui s'allume, la critique, la dévalorisation, la culpabilité.
troisième voyant qui va s'allumer, la plainte, la victimisation et toutes ces choses, qui vont être d'ailleurs de plus en plus importantes parce qu'effectivement, plus je vais me sentir mal servi en quelque sorte par mon conjoint, je vais avoir besoin d'exprimer ma frustration pour être reconnu dans le fait qu'effectivement on m'a pas pris en compte, etc. Malheureusement, quand je rentre là-dedans, je perds un énorme pouvoir, tu vois, puisque j'attribue d'abord au monde environnant le pouvoir de répondre à mes besoins et par conséquent le devoir de le faire, ce qui veut dire que du coup je me sens justement ou injustement maltraité, tu vois. Et malheureusement, cette configuration interne, elle va me desservir. Donc ça, j'ai besoin de l'apprendre. J'ai besoin d'apprendre ce processus, non pas pour le critiquer, pour l'accueillir. Et parce que je vais l'accueillir, alors je vais pouvoir le changer. Et donc, du coup, cette responsabilité, ce rejet de la responsabilité, on va le remplacer par ce premier voyant vert qui est qu'est-ce que je peux faire de ça? C'est quoi ma responsabilité par rapport à ça? Et puis à partir de là, dire et si j'accueillais cette situation qui, certes, est inconfortable, et je me dis, tiens, en quoi ça peut être un cadeau, ce truc-là? Et parfois, le cadeau, il est très mal emballé, hein, je l'accorde. C'est-à-dire que, et au lieu de rentrer dans la dévalorisation, je vais accueillir, valoriser. Au lieu de culpabiliser, je vais accueillir, hein, pas couper, mais au contraire, m'unifier, voire même bénir. Bénir cette situation. Alors ça viendra après, mais on voit que toutes les personnes qui ont été confrontées à des situations difficiles, dans ces situations de crise, ont révélé leur véritable potentiel parce que grâce à ces situations de crise, elles ont trouvé en elles une force, une puissance qui parfois elles n'imaginaient pas au départ et qui a été l'occasion en fait de rebondir. Et donc cette troisième alerte verte, en fait, cette fois-ci, ce voyant vert, hein, après la prise de responsabilité, après l'accueil, la considération, voire la bénédiction de cette situation, et ben j'accède à quelque chose de plus grand qui est mon pouvoir d'action, d'énergie d'abord positive et d'action, de créativité. Et c'est là que, au lieu d'être dans la plainte, je vais être au contraire dans mon leadership positif, c'est-à-dire ma capacité à montrer que c'est possible peut-être de faire quelque chose. Et c'est ça être un innovant. Un innovant, c'est être un entrepreneur. Moi, j'aime bien aussi le terme d'entrepreneur. C'est pas forcément entreprendre une entreprise. C'est entreprendre sa relation, c'est entreprendre sa santé, c'est entreprendre dans sa manière de manger, c'est entreprendre tous les jours. Et c'est ça l'innovation. C'est d'être dans cette dynamique de croissance permanente. Et je crois que le monde nous y invite de plus en plus. Parce que c'est dans cette dynamique constante de croissance et d'innovation, en fait, qu'on continue à grandir avec ce monde. Et quelle est la place aussi des valeurs dans tout ça, au niveau et le lien entre les valeurs et la spiritualité? Parce qu'on parle souvent effectivement de trouver effectivement quelles sont les valeurs dans lesquelles on a envie de grandir. Et c'est vrai que quand on est connecté aux valeurs, on sait que ça nous permet aussi de se sentir bien dans un environnement, d'être bien avec les autres, hein, de nous booster aussi dans une direction. Donc, comment est-ce que tu associes toi ça, les valeurs, la spiritualité, comment ça s'organise tout ça? Alors, les valeurs, c'est ce à quoi j'attribue de la valeur. Alors déjà, de quoi on parle quand on parle de valeurs? Ça tourne autour de nos besoins fondamentaux, hein. D'une part, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui nous ferait du bien, c'est quoi qui est essentiel pour nous. Donc, on a des valeurs qui concernent notre être. Par exemple, j'ai envie de me sentir en sécurité, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de me sentir heureux, j'ai envie de me sentir enthousiaste, j'ai envie de me sentir libre, etc. Ou j'ai tout simplement envie de sentir le désir de partager, de soutenir, voilà. Donc ça, c'est des valeurs plus en termes que j'appelle moi inconditionnelles, hein, hors condition, c'est-à-dire qui sont plus des valeurs en termes d'être. Et c'est au fond ce qui va faire mon bonheur en fait, puisque quel que soit le niveau de confort dans lequel je suis, c'est ce que je vis intérieurement qui. Voilà. Donc ça c'est le premier champ de valeurs qui va tourner autour des importants que j'ai sur un plan physique, matériel, financier, relationnel bien sûr, intellectuel aussi, spirituel aussi. Donc plus je m'ouvre en quelque sorte à mes importants, plus je mets le doigt sur ces fameuses valeurs. Et là je parlais plus de valeurs donc identitaires. Puis après il y a des valeurs qui sont plus fonctionnelles. Je vais qui sont plus fonctionnelles, c'est-à-dire qui sont plus liées à ce que je fais ou à ce que j'ai. Par exemple, je vais apprécier faire du sport, je vais apprécier apprendre, étudier, je vais apprécier aller faire de la formation, je vais apprécier de jouer de la musique, de dessiner, de créer une entreprise, d'enseigner, etc. Donc, il y a des choses que j'aime faire, et parce que j'aime les faire, d'ailleurs, je vais chercher à les faire de mieux en mieux, et en les faisant de mieux en mieux, je vais avoir de plus en plus. C'est-à-dire, dans un temps plus court, je vais avoir des résultats. Par exemple,
j'ai appris à vendre et donc du coup, je peux vendre des produits et du coup faire des ventes et ramener du chiffre d'affaires. Je vais apprendre à gérer mieux ma comptabilité. Comme je la gère mieux, je vais avoir des indicateurs qui vont me permettre de piloter. Je vais avoir des relations, je vais avoir des connaissances, je vais avoir un réseau, je vais avoir une entreprise, je vais avoir une maison, une voiture, etc., un diplôme. Donc le faire et l'avoir, c'est très important. C'est du fonctionnel. C'est ce qui va développer là pour le coup mon confort. Tu vois. Et donc je peux donner de la valeur à ce que je fais et à ce que j'ai. Parfois, malheureusement, on se perd dans l'excès du fonctionnel. Pourquoi? Et ça a été mon histoire, moi, avant, c'est-à-dire que j'ai d'abord grandi en communauté, donc les valeurs humaines, tout ça, j'ai bien connu. Après, j'ai eu une phase un peu plus compliquée parce que j'ai grandi dans des quartiers difficiles où très jeune, j'ai été confronté à de la violence et tout ça. Et donc, je me suis renfermé sur moi-même et j'ai appris à me défendre et par conséquent à maîtriser. Donc, j'ai fait du sport de combat. Ça, j'ai voulu tout maîtriser. Et en fait, pour exister, heureusement, j'ai trouvé une brèche qui était le sauvetage. Donc, j'ai fait du secourisme à outrance. Je me suis spécialisé dans tout ce qui existait, secours routier, aquatique, sportif. Et moi qui avais une phobie de l'eau, j'ai finalement décidé de devenir maître nageur, puis de me spécialiser en côte dangereuse. Et en fait, j'étais toujours dans cette quête de performance, quête de performance, quête de performance. C'est ce qui m'a sauvé. Ça m'a donné mon premier soleil. Aller vers des résultats qui, je l'espérais, m'apporteraient du confort. Et ça a été vrai. C'était vrai. Malheureusement, et c'est le développement personnel qui m'a ouvert à ça, c'est que je ne me rendais pas compte que j'étais essentiellement fonctionnel. Ce qui veut dire que quand je donnais de la valeur, quand je voyais une personne qui avait fortement réussi, je disais waouh, elle a réussi, waouh, elle a fait des, waouh, elle a des, waouh, elle a une belle voiture, waouh, elle a social, waouh, elle me. Aujourd'hui, j'apprécie toujours les gens qui ont beaucoup de performance dans un domaine, le sport, les arts, l'entreprise, ça. Mais il y a toute une autre dimension qui s'est ouverte, à la fois chez moi et bien sûr chez les autres, c'est la dimension de la sensibilité, de ce que l'on est, de ce que l'on partage, de ce qu'on échange, etc. Et de qui je suis. Et là, pour le coup, tu vois, pour en revenir à la dimension spirituelle, je suis passé d'un mode fonctionnel à un mode plus personnel. Au fond, c'est quoi l'après de tout ça? Et après, il y a un très bon livre, un de mes mentors, Richard Branson, qui est le fondateur de Virgin, qui est un performeur, c'est quelqu'un qui a réussi beaucoup, mais qui me ramène dans tous ces propos que j'ai pu lire à ce besoin d'en profiter, de kiffer en fait la vie, de célébrer en permanence. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est au fond, c'est chouette de pouvoir réussir dans un domaine, mais c'est encore plus chouette de sentir qu'on profite du voyage en Iran, en gros. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on le voit, quelqu'un qui est très fonctionnel va tout donner pour réussir, mais dès qu'il aura réussi, qu'est-ce qui va se passer? Il va arrêter. Parce qu'il a été animé plus par le résultat qu'il cherchait à obtenir que la vibration qu'il nourrissait à travers le voyage. Tu vois. Et moi, ce que je crois dans l'innovation, c'est que pour cette innovation dure, quel que soit le domaine, il faut que celle-ci serve une vibration qui est interne. Et pour accompagner beaucoup d'entrepreneurs qui vont parfois se lancer très fortement dans un projet, vendre un produit qu'ils ont trouvé, mais à la manière dont ils me parlent du produit, ça va m'indiquer s'ils vont le faire longtemps, en gros. Tu vois. Parce que quelqu'un qui vibre dans ce qu'il fait a pour le coup beaucoup plus de chances d'aller loin en profitant véritablement du voyage. Il y a une phrase magnifique que disait Yannick Noah, c'est la joie précède la victoire. C'est-à-dire que comment je peux me remettre dans la joie, parce que la joie, évidemment, on va voir que c'est ce que j'éprouve quand tout d'un coup je tends vers quelque chose qui m'anime. Et du coup, parce que j'ai de la joie à faire la cuisine, j'ai envie de le faire de mieux en mieux. Parce que j'ai de la joie, j'éprouve de la joie à faire de la musique, j'ai envie de le faire de mieux en mieux. Parce que j'ai de la joie à faire du sport, à entreprendre, à communiquer, à enseigner. Cette joie intérieure, elle est vraiment en phase. Pourquoi j'ai de la joie? Parce que tout d'un coup, le sous-jacent, c'est que je fais quelque chose que j'aime. Et pourquoi je fais quelque chose que j'aime? Parce que c'est mon profond désir. Donc, tu vois, pour entrer dans cette dimension émotionnelle, encore une fois, c'est écouter son désir. À travers ce désir d'apprendre ce que l'on aime, tu vois, cette interaction qu'on a avec une situation, une activité, une personne, un projet. Et dans cet amour-là, de se dire, waouh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de beau, de bon, de puissant. Et là, on va intégrer justement des stratégies. Et quand on sent qu'on va évoluer justement autour de ce qui anime notre cœur, notre désir, ce que l'on aime, et ce qui nous met en joie, et bien on va trouver de plus en plus de sécurité, de confiance, de paix, finalement. Alors, tu parlais tout à l'heure. Excuse-moi, pardon, tu voulais… Oui, juste dire que c'est quelque chose qui est jamais complètement gagné, c'est quelque chose
qui grandit, en fait, en permanence. Alors justement, en fait, c'était ça, c'était par rapport à la notion de réussite. Tu en as parlé à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on a souvent, et le monde d'aujourd'hui nous envoie tout un tas d'idées, enfin d'images de la réussite. Alors c'est vrai qu'on voit des réussites souvent très matérielles, et quand on est dans la création d'un projet finalement, et qu'on veut être dans cette élévation spirituelle, à quoi ça ressemble la réussite? Alors, la réussite, tu vois, c'est très intéressant parce que, accompagnant depuis longtemps beaucoup d'entrepreneurs, d'abord, ils vivent aujourd'hui des problèmes qu'ils auraient rêvé d'avoir avant. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué. On s'est habitué aujourd'hui à vivre dans des contextes différents, à avoir des salles de plus en plus importantes, à faire des ventes à des gens de plus en plus nombreux, etc. Donc, on s'est habitué à grandir. Donc, on acquiert évidemment une certaine sécurité, on acquiert une certaine liberté. Et tous les gens que vous voyez en photo sur les magazines et tout ça, bien sûr qu'ils prennent leur kiff quand ils sont au bord de leur piscine avec leurs amis dans leur belle voiture de sport. Mais la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, ce qui les a rendus heureux, c'est la stimulation. C'est la relation qu'ils ont. Je peux avoir une très belle voiture de sport, mais si j'ai toujours peur qu'on me la touche, qu'on me la raye, etc., je ne suis pas heureux avec ma voiture. Je peux être dans un superbe hôtel, etc., mais m'ennuyer parce que les gens avec qui je suis, ça ne me stimule plus. Et il faut savoir que l'être humain, il s'habitue à tout. Je peux être dans un magnifique château et être peu stimulé. Je peux vivre dans une cabane de jardin et être avec des gens, je ne sais pas quoi, et là, être en très haute stimulation. Je peux être sous un pont en faisant la manche et être très heureux parce que mon bonheur découle de ma qualité de relation avec l'arbre qui est là, avec les oiseaux, etc. Maintenant, j'ai aussi besoin de m'accomplir. Et quand je m'accomplis, c'est-à-dire que je satisfais des besoins d'ordre matériel, par exemple, parce que je gagne de l'argent, parce que, etc., eh bien, cette richesse, j'ai envie de la mettre au service d'une cause, d'une personne ou de gens. Alors, la cause, ça peut être moi, ça peut être mes enfants, ça peut être ma famille. Et c'est là qu'on prend un deuxième kiff. Oui, certes, on gagne de l'argent, mais ce qui va nous faire kiffer, c'est la contribution qu'on va avoir avec ça. Et c'est là que s'il n'y a pas ce travail intérieur, je vais me perdre dans le succès. Parce que je vais toujours en vouloir plus. Mais c'est comme le compétiteur international qui donne toute sa vie pour réussir sa compétition, qui remet en cause ses relations, qui se bousille son temps, qui va au maximum. Et une fois qu'il a gagné, il est heureux 24 heures parce qu'après, il y a un et après. Et toutes les grandes réussites, très souvent, si on regarde au niveau social, elles se sont poursuites derrière par de la déchéance, en fait. Combien on a vu d'artistes se pourrir de sport, artistes, que ce soit dans le monde du sport artistique ou entreprise, qui au bout de quelques années se sont en fait auto-suicidés, en fait. À part certains qui ont pris des grosses chutes. Et du coup, ça a été l'occasion de non plus de se refaire en termes de compétences à l'égard de ce qu'ils voulaient acquérir, mais en termes d'écoute d'eux-mêmes et du sens qu'ils vont donner à leur croissance. Et là, ils sont repartis parce que c'est plus le projet simplement qui les animait, mais c'est la manière de le faire, de le vivre. Et là, quand quelqu'un est porté par cette intériorité, parce qu'il vit, parce qu'il échange, alors il peut continuer à se réaliser sans mourir au bout du voyage. Et combien d'entrepreneurs à succès sont morts au bout du voyage, de mille et une façons. Regardez ça. Combien aujourd'hui dans une société qui a tellement de confort, combien de gens dépriment à 45, 50, 60 ans. Et donc, je crois que la vie nous invite comme ça. Et pourquoi elle nous bouleverse, pourquoi elle vient nous chercher, pourquoi elle nous ramène dans notre intériorité, pourquoi elle nous confronte justement à devoir rebondir autrement, parce qu'elle participe à notre évolution. Donc, on a deux choix. Soit de grandir avec la nature et donc de se transformer, soit de ne pas accueillir cette essence, ce germe qui est à l'intérieur et de se laisser mourir. Et on va avoir même une intelligence à la destruction qui est magnifique. C'est-à-dire qu'on est capable, quel que soit le niveau de confort qu'on a, d'être grincheux, d'être dans des peurs parce qu'on n'en a jamais assez, être dans la colère parce que le chrome de mon bateau n'est pas au top, parce que mon whisky n'est pas à température, parce que les courbes de la bourse montent ou descendent, parce que j'ai été mal servi par la personne qui s'occupe de mon service. Tu vois. Et là, du coup, on rentre, quel que soit le niveau de confort, dans une vie de merde, en fait, excuse-moi le terme, mais
parce qu'on est dans une interaction de merde. Donc, pour en revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour moi, la voie suprême de la croissance réside dans ma relation avec moi et ma relation avec les autres. Si j'ai des problèmes avec mes enfants, il y a un problème qui est lié à la relation. Si j'ai un problème dans mon couple, il y a un problématique de relation. Et c'est grâce à la qualité de la relation que je vais mettre en place. Mais ça s'apprend. Et malheureusement, c'est contre-intuitif. Sauf si vous êtes animé par votre cœur dans ce que vous faites, auquel cas vous allez, sans même vous rendre compte, développer des comportements qui sont extrêmement intelligents parce qu'ils vous mettent dans de la co-croissance, ce que j'appelle les lois divines. Soit on va se mettre, justement parce qu'on n'est pas bien intérieurement, intelligemment, dans des rapports aux autres, etc., qui sont basés sur la fuite ou sur le rejet, la dévalorisation, ce qui va amener dans la culpabilité. C'est ce que j'appelle, moi, les lois du démon, en fait, les lois démoniaques qui nous amènent vers la destruction. Et les deux sont potentiellement toujours présents, en fait. Je peux rentrer chez moi et dire à mon conjoint qu'il a oublié le pain. Ah, t'as encore oublié le pain, on va encore machin, c'est insupportable, tu penses jamais, etc. Mais quand est-ce que lui faire une envolée de critiques, en fait. En fait, je suis juste en train d'exprimer ma frustration. Malheureusement, connecté à cette frustration, je pourris mon environnement d'abord. C'est pas du tout la même chose. Je veux dire, tu sais, c'est vrai que j'aurais tellement apprécié d'avoir du pain, mais c'est chouette aussi. On va faire autrement, on va rebondir. Et puis après tout, voilà comment aujourd'hui mettre l'accent sur ce qui est positif et profiter de ce que nous avons ici et maintenant. Et c'est ça la croissance. C'est ça être un innovant permanent. C'est dans quel cheminement je me mets, dans quelle innovation je me mets. Et la spiritualité, c'est cette conscience de ces lois qui régissent mon développement humain, bien sûr, mon interaction avec le monde, et de faire le choix permanent de suis-je dans une dynamique qui m'élève, pensée, émotion, comportement, ou suis-je dans une dynamique qui me dessert. Et c'est là que, si on va plus loin, quelles que soient les croyances que l'on a, ce ne sont que des réalités émotionnelles. Je peux croire que je suis nul, et du coup, je vais avoir des pensées, des émotions et des comportements qui vont s'ajuster là-dessus. Je peux croire que, de toute façon, je suis dans un monde de manque d'argent, manque de temps, manque d'énergie, manque de relations. Et malheureusement, en descendant dans cette conscience-là, eh bien, je vais avoir mentalement, émotionnellement, des attitudes qui vont se rendre cohérentes avec ce qui se vit à l'intérieur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quelle que soit l'ombre, en fait, derrière, si on va le chercher, il y a une lumière. Si quelqu'un est capable de se défenestrer, c'est-à-dire se jeter par la fenêtre parce qu'il est complètement en désarroi, c'est quand même très puissant comme comportement. Faut quand même oser se mettre une balle dans la tête. C'est des comportements destructeurs extrêmement puissants. Mais pour en arriver là, c'est parce qu'il y a une intelligence à la destruction et qui, derrière tout ça, poursuit un but. Parce que quand vous demandez à une personne, et pour l'avoir fait plusieurs fois, des gens qui sont à des veilles de suicide ou qui ont fait des tentatives de suicide, je vais leur dire, mais au fond, qu'est-ce que tu poursuivais? Au début, ils vous diront, j'en avais marre de vie, je ne veux plus souffrir, etc. Mais derrière, le fait de ne plus avoir envie de souffrir, à quoi tu cherches à accéder, en fait? Et au début, la personne vous dira, qu'on me foute la paix, en fait, en gros. Et quand tu dis on me fout la paix, qu'est-ce que tu ressens que tu connectes à cette paix? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Inspire, souris, remonte. Et à quoi tu accèdes? Et là, on commence à ouvrir un réverbère. Et c'est ce qui m'anime, moi, dans ma vie. C'est d'aider les gens à accueillir ces zones de frustration quand elles ne vont pas, dans le couple, avec ses enfants, avec son environnement, avec sa santé, bref. Et se dire, waouh, qu'est-ce que ça ouvre comme lumière là derrière? Et c'est ça l'innovation, c'est de partir de l'ombre. Alors ça peut être l'ombre des autres. Quels sont les problèmes qu'ont les gens? Et comment aujourd'hui, à partir de mon talent, je pourrais les aider? Ça, c'est une belle démarche, une bonne question. Comment aujourd'hui, est-ce que dans mon passé, j'ai pu être confronté à des difficultés? Et si au fond, je les transformais, qu'est-ce que je vais acquérir qui va me permettre, au fond, de servir le monde? Et combien de personnes j'ai pu voir se transformer dans le cadre de formation, parce que tout d'un coup, accueillant leurs difficultés les plus grandes et découvrant ce qui derrière va devenir un cadeau caché et parfois une mission, parce qu'elles sont tellement touchées par le fait d'accueillir pleinement cette souffrance et de révéler comment, à travers cette souffrance, elles vont pouvoir transformer le monde, en fait. Je pensais à une maman un enfant qui est handicapé, qui serait très sur elle-même, avec qui c'est très compliqué de communiquer. Et évidemment qu'il y a des jours, il y a des hauts, puis il y a des jours, il y a des très bas, en fait. Donc, et je dis, mais tu sais,
Alors, elle cherche des médecins, elle cherche tout un environnement, etc. Mais j'ai dit, mais cet enfant, de quoi enfant, elle a besoin, en fait? Et quand elle a commencé à s'éveiller, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, peu à peu, en échangeant, elle me dit, on est arrivé à la conclusion que c'est vraiment dans les moments de connexion que ça s'est passé. Et quand elle était dans les moments de connexion, je dis, mais en plus, c'est une personne qu'on le voit dans sa sensibilité, elle est vraiment touchée par l'amour, etc. Et je dis, mais en fait, ta fille, elle a une intelligence, une super-intelligence que la moyenne des gens n'ont pas, au niveau émotionnel, au niveau mental. Sauf que dès qu'elle sent que les gens ne sont pas dans le cœur avec elle, du coup, elle perçoit des trucs qui sont intolérables pour elle. Donc, elle réagit, elle s'enferme, elle peut devenir hyper agressive, en fait. On aurait envie de la calmer, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas connecté au niveau du cœur. Et avec beaucoup d'émotions, je disais, mais au fond, quand tu te sens connecté à ce qui vibre dans son cœur, et tu te dis, au fond, si elle était là pour me faire grandir, qu'est-ce qu'elle est en train de m'indiquer d'énorme, en fait? Et là, et quand ça s'est bien passé, comme ça, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes, elle m'a dit, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Et tout d'un coup, là, j'ai senti beaucoup d'émotions, j'ai senti, chez moi et chez elle, d'ailleurs, on pleurait ensemble, d'ailleurs, de connexion, tout d'un coup, en se disant, mais waouh, cet enfant, elle est juste là en train de nous révéler à quel point, dans sa différence, en fait, elle est là pour nous faire grandir. Mais pour ça, il faut descendre dans le cœur. C'est clair. Sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est ça, je pense, la spiritualité, c'est de descendre dans le cœur. Ouais. D'ailleurs, si on parle des religions comme des voies spirituelles, parce qu'elles sont là pour nous relier. Malheureusement, on a parfois fait l'inverse. Mais c'est pas le problème. Le problème n'est pas la religion, mais la relation qu'on a avec la religion. Alors encore une fois, une affaire de relation. Terminer cet entretien, parce que ça fait déjà un moment qu'on échange. Oui, mon Dieu. Moi, je resterai encore des heures à t'écouter. On a une petite question rituelle, justement, en lien avec ce fameux sommet, en fait, c'est que pour toi, à la lueur de tout ce que tu viens de nous apporter, moi j'entends effectivement des mots qui sont très forts, la connexion au cœur, c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas quand on se crée un projet, on pense d'abord, comme tu disais, aux compétences, qu'est-ce que je sais faire, etc. Et là, on est en train de parler vraiment d'une reliance, de quelque chose de très, très puissant. Et donc pour toi, qu'est-ce qu'un projet innovivant? Donc innovivant, c'est-à-dire effectivement cette notion d'innovation, mais aussi en lien avec le vivant. Qu'est-ce qu'un projet innovivant vu à travers le filtre de la spiritualité, en fait? Pour toi, si tu devais donner une définition en quelques minutes, ce serait quoi? Ah ben, très clair. Je trouve que ça vient en parfaite adéquation à ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire, inno, c'est le nouveau. Et vivant, c'est ce qui me fait vibrer. Donc, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui est nouveau, qui est là et qui me fait kiffer, en fait? Ou comment, à travers le kiff que je prends, qu'est-ce que je peux innover autour de ça? Je prends un kiff avec mon enfant. Qu'est-ce que cette connexion me donne l'occasion d'innover, en fait? Tu vois, tout d'un coup, on parle d'une chose, d'une difficulté ou d'une ambition que tu as, et à travers cette connexion qu'on va avoir, ce kiff qu'on va prendre ensemble, qu'est-ce qu'on peut innover? Comment on peut servir avec ça? Que ce soit un problème qu'on vit ou une solution qu'on est en train de faire émerger. Et c'est ça, l'innovation ou l'inno-vivant. Je trouve que innover, c'est innover dans le vivant, en fait. C'est dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous fait kiffer. Et tu sais, quand moi, je recrute un partenaire, un collègue, un collaborateur, etc., la première chose que je vais chercher, au-delà de la compétence, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie, mon grand? Parce que si le projet qu'on a ensemble te fait kiffer, après les compétences, ça, j'ai aucun souci là-dessus, tu vas les acquérir. Mais moi, la première chose, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer? Et quand j'écoute, parce que j'ai participé à beaucoup de rencontres comme ça, quand on écoute justement des innovants, c'est-à-dire des gens qui sont en train de créer des entreprises, la grosse question, c'est pas le produit, c'est pas l'intelligence du produit que tu as, c'est la manière dont tu kiffes en le faisant. Voilà. Et si je sens que tu kiffes en le faisant, alors je me dis que tu as beaucoup plus de chances de… Je m'inquiète pas pour l'avenir, le reste, ça viendra. Si tu aimes la musique, quand tu joues, tu kiffes vraiment, je sais que tu vas devenir un bon musicien. Donc, en gros, l'inno-vivant, pour moi, c'est… sommet, c'est ça, un créateur de projet innovant, c'est quelqu'un qui kiffe, en tout cas, ce qu'il fait déjà. Qui kiffe la vie et qui se demande quel est le nouveau que je peux mettre là-dedans, le renouveau. C'est ça. Merci énormément, Paul. C'était vraiment hyper inspirant, hyper enrichissant. J'espère qu'en tout cas, tous les gens qui nous ont écoutés auront trouvé de la valeur et justement, ils auront compris en quoi la spiritualité, finalement, a une place vraiment prépondérante dans tout ça. Tu es aussi, toi, quelqu'un d'innovant, un entrepreneur à succès qui, justement, se renouvelle en permanence. Et là, justement, tu es sur un projet qui est un projet innovant. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ?
Oui, bah alors, tu sais, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'être à l'écoute le plus possible de ce qui se passe, du marché, parce que je crois que c'est grâce à cette connexion à l'environnement que je trouve le plus l'inspiration pour grandir. Et une des choses que j'ai beaucoup observées, parce que je fais beaucoup de séminaires, on a beaucoup de gens qui nous suivent en ligne ou en salle, et du coup, on a des groupes, tu sais, on a des groupes WhatsApp. Et derrière les groupes, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 choses que les gens aspiraient de plus en plus et qui sont vraiment ressorties dans ces 2 dernières années. Et c'est autour de cette dimension-là que j'ai construit cette application. En gros, la première, c'est le besoin d'appartenir à un groupe de gens qui avancent, qui sont portés par un avenir qui m'inspire. La deuxième, c'est d'être au contact de leaders qui ont déjà fait du chemin par rapport à moi, parfois qui sont des grands leaders que j'admire et parfois des gens qui ont juste quelques mois d'avance. Donc, être connecté à des gens qui m'inspirent, c'est la deuxième chose que j'ai senti très, très fort auprès des gens qu'on accompagne. La troisième, c'est de sentir à quel point ces leaders voient en moi quelque chose que je ne vois pas encore. Ce sont des leaders qui me soutiennent parce que je suis parfois dans un environnement où j'ai pas encore décollé dans un nouveau projet. Je suis donc confronté à un environnement qui me soutient pas forcément et j'ai besoin d'être soutenu et d'avoir des leaders qui sont pas seulement des leaders, mais des soutenants aussi, des bienveillants. Et puis enfin, je vais avoir à cœur après de partager mes réussites, mes progressions, de me connecter humainement à des personnes qui avancent parce que c'est encore une fois, dans la reliance avec un groupe de personnes qui avancent, qui progressent, que je trouve, je crois, le plus cette dynamique d'inspiration et de progression. Donc, du coup, ça m'a amené à faire une application, je travaille dessus depuis 2 ans et demi, qui aura 3 grandes fonctions. La première, c'est de développer des messages, des auto-messages positifs, une espèce de coaching H24 à partir d'affirmations, de citations ou de questions que je peux soit trouver selon un certain nombre d'axes, de domaines de vie, en fait, perso, social, professionnel, financier et autres, ou tout simplement créer moi-même des messages positifs ou d'être, grâce à des petits challenges, boosté comme ça sur 3 jours, 7 jours, 21 jours, pour grandir à travers des micro-comportements quotidiens. Et puis, grâce à ces messages, je vais avoir des visuels aussi qui sont associés à ces messages, et je pourrais les distribuer autour de moi pour justement inciter le plus possible à entrer dans cette dynamique constante de progrès avec moi-même, les autres et le monde. Voilà. Donc ça, c'est la première fonction des messages positifs. La deuxième, c'est de se relier justement avec des gens qui sont autour de moi embarqués dans une dynamique d'évolution. On pourra se géolocaliser, on pourra repérer des gens qui ont des talents et qui pourront m'aider. Et puis, il y aura aussi ce que j'appelle plus des élites, c'est-à-dire des gens qui vont faire grandir cette communauté en y apportant du contenu gratuit ou du contenu aussi par abonnement, parce qu'il faut bien aussi payer l'ensemble de cette mécanique. Et puis, du coup, ça donnera lieu à des contenus de formation que je pourrais trouver audio, vidéo, gratuites ou payantes, parce que libérées par les leaders, en quelque sorte, de ce réseau. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, cet esprit de communauté et de dynamique collective de progrès, où chacun va pouvoir prendre sa place et avancer ensemble, en fait, parce que je crois que la communauté, c'est un lieu extrêmement puissant pour progresser. Et c'est justement l'esprit d'Unatera, puisque Unatera est effectivement une communauté, un écosystème qui rassemble des gens qui ont envie d'aller. Et au sein du sommet, finalement, on fait exactement ce que tu nous délivres, à savoir créer de la connexion, porter des messages inspirants pour que les gens grandissent et avancent. Merci infiniment, Paul, de ton partage, de ta présence et du temps que tu nous as accordé. Ça a été un vrai plaisir. Pour moi aussi, vas-y. Tu accueilles aussi des gens cet été à Pralognan-la-Vanoise, comme tous les ans. Tu as une université d'été où tu accueilles des gens en formation, je crois, pendant 2 mois. Oui, effectivement. Alors, tous les étés, ça fait des années maintenant, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Ça doit faire 25 ou 30 ans maintenant que je fais ça. Donc, on a des grosses universités d'été. On profite de la montagne pour justement aller s'aérer. Et puis, l'avantage, c'est qu'on a eu travaillé en salle et on travaille beaucoup en extérieur, soit sur des sommets, soit sur des forêts. Moi, j'adore associer cette dimension d'évolution personnelle en lien avec la nature. Et puis, c'est aussi l'occasion de passer beaucoup de temps avec des personnes autrement que dans des salles de formation, parce que c'est chouette d'animer et de former, mais moi, je fais ça aussi pour la connexion avec les gens. Donc, me retrouver à une terrasse le soir ou à midi, aller faire du sport ensemble, tout ça, ça m'offre. Puis en plus, il y a plein d'activités. On fait de l'escalade, on fait des tyroliennes, on fait du sport. Enfin, c'est très vivant, c'est très dynamique. Les gens peuvent monter seuls, en couple, en famille. Voilà. Donc, il y a une dimension
inspiration qui est très, très particulière. Et c'est un concept, effectivement, qui marche très, très bien. Voilà, donc je fais ça cet été et chaque été, c'est vraiment chouette. C'est un concept innovivant, c'est-à-dire effectivement Absolument, voilà. En lien avec le vivant. Merci énormément, Paul, de ta présence. Tout le monde peut te retrouver de toute façon sur les réseaux sociaux s'ils ont envie de te découvrir un petit peu plus. Et puis, bien sûr, sur ton site, paulpironnetinstitut.com. Alors, on va terminer là cet entretien et la journée se poursuit puisque des gens vont pouvoir rejoindre pour ceux qui, si vous faites partie des personnes qui vous êtes inscrits aux ateliers, ils vont démarrer dans quelques instants. Et puis, on se retrouve également pour une table ronde en début d'après-midi, toujours toute la journée sur le thème de la spiritualité. Voilà, je vous souhaite une très, très belle continuation de journée. Merci à vous. Merci à tous. Merci encore, Paul.